la libération de 229 n'a pas marqué pour Athènes un véritable changement de régime, une métabolée, pour employer le terme qu'utilise l'auteur de l'Athénaïon polythéien aristotélicienne, quand il veut parler des 11 étapes distinguées par lui dans l'histoire constitutionnelle d'Athènes jusqu'au IVe siècle. Naturellement, nous ne pouvons pas préjuger de la manière dont un successeur d'Aristote eût caractérisé le passage de la phase d'occupation macédonienne à la phase d'indépendance. Mais il est assez douteux que les contemporains aient ressenti le retour à la liberté comme une victoire de la démocratie sur l'oligarchia, par exemple, ou la tyrannie, deux notions qui sont souvent associées. La situation à cet égard était assez différente de celle de 287, quand la libération avait permis de rétablir la démocratie de tous les Athéniens, comme dit le décret pour Callias de Sphétos, et Democratia ex apantone Athénaïon. De fait, le régime en vigueur sous la domination de Démétrios Poliorcète, antérieurement donc, fut dès alors qualifié d'oligarchie. On voit le terme entei oligarchia dans le même décret. Or, précisément, ce terme ne se rencontre pas, à ma connaissance, dans les inscriptions attiques de la fin du IIIe siècle. Le régime que connut Athènes sous la tutelle d'Antigone Gonatas et de son fils Démétrios II n'est jamais qualifié d'oligarchie. De fait, la démocratie paraît avoir fonctionné, surtout après que le roi Antigone Gonatas, dès les alentours de 255, eut rendu aux Athéniens leur eleutéria, leur autonomie municipale, disons. On a certes pu supposer que des réformes voulues par le roi avaient affecté le fonctionnement des plus hautes magistratures. C'est ainsi que le collège des préposés à la dioïkésis, c'est-à-dire à l'administration financière, aurait été dissous au profit d'un magistrat unique concentrant tous les pouvoirs. Telle était jusqu'à une date récente l'opinion de la plupart des modernes, fondée sur le fait que ce titre apparaît le plus souvent au singulier, au epithei dioikesei, dans les inscriptions de l'époque macédonienne. Mais un beau décret, le décret pour la prêtresse d'Aglaouros, qui date très certainement des alentours de 250, a fait voir, dès 1985, qu'en réalité, le collège n'avait nullement disparu, puisqu'on avait là, tout à la fin, la mention de tous epithei dioikesei. L'alternance entre le pluriel et le singulier ne paraît donc pas avoir de signification politique. Il dépendait des circonstances que l'intervention du collège se fit par l'ensemble de ses membres ou par l'intermédiaire de son seul président. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'après la fin de la tutelle macédonienne, on trouve le plus souvent l'expression au singulier, alors que aurait été attendu l'emploi systématique du pluriel. Et une tentative désespérée pour défendre à tout prix l'interprétation politique traditionnelle a été faite récemment, mais sans succès. On a dû renoncer également à une autre hypothèse qui, elle, paraissait plus séduisante au vu de la documentation épigraphique alors disponible. C'est que le poste de stratège des hoplites, qui était de fait, sinon de droit, le plus important en tant que commandant en chef de l'infanterie athénienne, ait été supprimé pendant la période d'occupation macédonienne pour n'être rétabli qu'après 229. Mais il est prouvé aujourd'hui, comme l'a reconnu aussitôt Christian Habicht, auteur de l'hypothèse, que le stratégos epitaopla était toujours de nouveau en fonction dans les années 240. Il existe cependant quelques exemples d'ingérence royale, assurément, dans la désignation des magistrats militaires, mais seulement jusqu'en 255. Après cette date, seuls ont été désignés autoritairement par le roi
les commandants macédoniens des forts ou des forteresses du Pirée et de Salamine, tandis que les magistrats militaires, y compris les stratégoi qui étaient affectés à des zones comme celle de Rhamnonte ou celle d'Éleusis, sont élus normalement par le peuple. Tout cela ne veut pas dire, bien entendu, que le roi n'ait pas exercé son droit de regard et qu'il n'ait pas à l'occasion favorisé ou au contraire écarté en sous-main telle candidature aux fonctions les plus élevées. Mais les apparences démocratiques, encore une fois, étaient sauves. Nul ne peut soupçonner, en lisant un décret athénien des années 240 ou 230, qu'il y ait eu alors ingérence royale dans les archaïresiae ou assemblées électorales du peuple athénien. Ce n'est pas sans raison, cependant, que l'année 229 est considérée comme un tournant sur le plan épigraphique. Dans le corpus des inscriptions attiques publiées par Johannes Kirchner en 1916, c'est un monument, le second fascicule des décrets s'ouvre avec les documents postérieurs à cette date, Decreta Anno, etc., posteriora, et la refonte actuellement en cours de tous ces volumes par une équipe internationale placée sous le patronage de l'Académie de Berlin respectera cette coupure en la relativisant quelque peu, puisque la matière sera distribuée dans un plus grand nombre de fascicules, conséquence à la fois de l'augmentation du matériel et de la spécialisation des chercheurs. De fait, à partir de l'année 229, un changement au moins est manifeste et incontestable. C'est la disparition des marques d'allégeance à la dynastie macédonienne. Non certes d'emblée de toutes, mais des plus pénibles pour l'amour-propre athénien. Avant cette date, en effet, il était de règle de faire mention du roi, de la reine et de leur plus ou moins abondante progéniture quand on faisait des vœux pour le salut du conseil, de l'assemblée et de tous les Athéniens, y compris les enfants et leurs femmes. Paides, kai gunaikes, toujours dans cet ordre, car les enfants sont l'avenir de la cité. On en a vu un exemple, fort instructif, pour l'histoire du royaume sous Démétrios II, dans l'inscription pour les cytophylaques, présentée ici même par M. Kritsas. De telles pratiques n'ont plus cours, bien sûr, dans l'Athènes libérée de la présence des Macédoniens. Mais il faut dire aussitôt, ou plutôt redire, que les Athéniens n'ont pas voulu rompre tout lien avec la dynastie antigonide. S'ils ont manifestement cessé de célébrer le culte d'Antigone Gonatas, qui avait été institué assez tardivement, vers 243, comme je crois avoir pu le faire apparaître en restituant le nom des Antigonéas dans un célèbre décret d'Éleusis, qui avait été lu en séminaire l'an dernier. Ils n'ont pas touché en revanche, du moins pas tout de suite, aux honneurs cultuels octroyés 3 générations plus tôt à Antigone le Borgne et à Démétrios Poliorcète, les princes libérateurs de l'année 307. Les 2 tribus, en effet, Antigonis et Démétrias, créées à cette date, survécurent au tournant de 229. Et cela, quand bien même les Athéniens furent très rapidement amenés à modifier leur système tribal, c'est-à-dire tout le cadre des institutions politiques, en créant une nouvelle tribu pour marquer leur gratitude à l'égard du souverain Lagide, ennemi héréditaire pourtant des Antigonides. En l'occurrence, c'était Ptolémée III Évergète, le prince qui leur avait assuré son soutien en 224, à un moment particulièrement critique de leur histoire. Athènes se trouvait alors complètement isolée face aux forces de la coalition qui, sous la pression de la nécessité, s'étaient en train de se former pour faire face au redoutable roi et tyran, on peut le dire, Cléomène de Sparte.
Déjà celui-ci s'était emparé de la région isthmique avec la ville de Corinthe, naguère enlevée par Aratos de Sicyone au roi Antigone Gonatas. Privés donc de cette place forte, les Achéens s'étaient vus obligés de laisser la cité de Mégare, membre de la Ligue achéenne depuis 243, rejoindre le koinon des Béotiens. C'est à Polybe que l'on doit cette information importante. Mais l'historien ne l'a donnée que du bout des lèvres, et non pas dans son récit des événements de 224, au livre 4, comme on l'aurait attendu, mais seulement au livre 20, ici, chapitre 6, à propos de l'année 191, dans un excursus très dépréciatif sur la conduite des Béotiens. Or, cet épisode mégarien, qui ne faisait guère honneur aux Achéens, et en tout cas témoignait de leur incapacité à défendre tout seul l'intégrité de leur État fédéral, fut certainement une des causes majeures, au reste le plus souvent passé sous silence par les modernes, de la décision prise alors par Athènes d'appeler à son secours le roi Ptolémée. Le paradoxe, c'est que Polybe leur reproche amèrement aux Athéniens cette alliance, alors qu'Athènes ne pouvait pas rester plus longtemps, sauf précisément à se ranger sous la bannière de la coalition, dans l'encerclement complet qu'entraînait pour elle l'adhésion de Mégare à la confédération béotienne, puisque désormais, celle-ci était hostile à la neutralité athénienne. Car à partir de 227, les Béotiens, déjà liés aux Achéens par une alliance inégale, penchèrent majoritairement du côté du roi Antigone d'Ozon. Or, celui-ci constituait lui-même pour Athènes une très sérieuse menace en raison de sa volonté à peine déguisée de remettre la main sur la cité qu'à la mort de son prédécesseur Démétrios II, il n'avait pas eu les moyens de maintenir sous la tutelle macédonienne. De fait, un célèbre décret de l'Agora d'Athènes, datable aujourd'hui de l'automne 225 et non plus 226, montre qu'à la veille de l'épisode mégarien, et en dépit d'une ambassade conduite à Pella par le philosophe académicien Prytanis de Charistos, le climat des relations entre Athènes et la Macédoine était loin d'être serein. Tout cela pour dire que, n'en déplaise à l'excellent mais vindicatif Polybe, les honneurs conférés à Ptolémée III après 224 ne sauraient être ramenés à un acte de flagornerie éhontée. Il n'empêche que la création d'une tribu ptolémaïs peut de prime abord sembler surprenante, quand bien même l'institution d'un culte pour un souverain vivant n'avait alors plus de quoi étonner personne. Une tribu alexandrisse avait été créée à Ilion dès le passage d'Alexandre en Asie mineure. Même un roitelet de bien modeste envergure, comme le satrape Azandros, avait eu droit vers 310 à une tribu Azandris dans la cité d'Héraclée du Latmos, au sud de Milet. Une tribu Séleucis, en l'honneur du premier Séleucide, existait en plusieurs cités de Lyonie. Et l'on ne serait pas surpris d'apprendre qu'une tribu Philétaïris ait été créée à Chimée ou dans quelque autre cité de l'Éolide, maintenant qu'on sait combien étaient étroits les liens de ces cités avec le fondateur de la monarchie ou de la dynastie attalide. Et à Athènes, bien sûr, il y avait le précédent fameux des tribus Antigonis et Démétrias. Ce qui peut étonner dans le cas de la Ptolémaïs, c'est qu'avec cette création, on soit passé à un système de 13 tribus. Certes, en 307, on n'avait pas craint de rompre avec le système décimal instauré 2 siècles plus tôt par Clisthène, l'audacieux inventeur des 10 tribus qui servaient de cadre, comme on en voit partiellement sur cette carte, au fonctionnement de la démocratie athénienne, avec répartition de tous les dèmes dans ces 10 tribus. Mais l'instauration d'un système duodécimal, donc en 307, avait néanmoins quelque chose de logique, où
dans la mesure où le nombre des tribus était déterminant pour l'organisation aussi de l'année politique. À partir de ce moment, le nombre des prytanies, c'est-à-dire des présidences collectives assurées à tour de rôle par les Fulai, avait été égal à celui des mois du calendrier civil et religieux. C'était donc satisfaisant pour l'esprit. Mais comment a-t-on pu justifier le passage de 12 à 13 ? Il est assez douteux qu'ait joué un rôle en cette affaire la pratique consistant à introduire dans l'année un mois supplémentaire dit intercalaire, embolimos men, donc un 13e mois si vous voulez, mais sans traitement, chaque fois qu'il s'avérait nécessaire d'ajouter, ou plutôt d'ajuster l'année trop courte des 12 lunaisons à celle plus longue de la marche apparente du Soleil et donc des saisons, car cela n'arrivait que rarement. Il me semble plus vraisemblable de penser que les Athéniens avaient à l'esprit des parallèles de nature religieuse, en relation avec la notion de dodécatéon, l'ensemble des 12 dieux. Car l'idée de leur adjoindre une 13e divinité n'était pas étrangère à la mentalité grecque, comme le montre l'exemple de Philippe, père d'Alexandre, qui, d'après Diodore, fit ajouter sa propre effigie à celle des 12 dieux lors de la procession qui précéda de peu son assassinat en 336 au théâtre d'Aigéaï. On observe surtout, et à Athènes même, que le culte d'Agathé Tuké, la bonne fortune, dont l'existence est attestée depuis 335 au moins par un document tout à fait officiel, pouvait se trouver associé à celui des 12 dieux. En témoigne notamment une dédicace du IVe siècle, les 12 dieux, tois dodécatéois, kaïté, agathé, tuké. Il n'est donc pas impossible que les Athéniens aient vu dans l'intervention salvatrice de Ptolémée III comme une manifestation de la toute-puissante Tuké, justifiant ainsi le passage de 12 à 13 tribus, telle est du moins mon hypothèse. Ce qui est certain, c'est qu'ils écartèrent la solution qui aurait consisté à remplacer les 2 tribus macédoniennes par 2 tribus ptolémaïques, en créant non seulement une Ptolémaïs, mais une Bérénikis, à partir du nom de l'épouse du 3e Lagide, la reine Bérénice, souvent associée à son époux dans les inscriptions comme dans les monnaies. Car, outre qu'ils ne voulurent pas rompre complètement, on l'a vu avec leurs anciens maîtres antigonides, les Athéniens ne pouvaient pas faire entrer une femme dans la série de leurs héros éponymes, tous de sexe masculin, et souvent représentés barbus d'ailleurs. Il y en a un spécimen ici, dans la célèbre frise du Parthénon. Mais ils honorèrent cette reine de 2 autres façons. D'abord, en instituant un culte de Ptolémée et de Bérénice, dont on a quelques traces dans l'épigraphie, avec une prêtrise peut-être assumée par le célèbre Eurycleides de Képhysia, en relation étroite avec le culte du démos et des charites dont nous avons déjà eu l'occasion de vous parler. Puis ils ont créé un nouveau dème, nouvelle petite communauté, appelée Bérénikidaï, lequel dème fut tout naturellement intégré à la tribu Ptolémaïs, constituée par ailleurs d'anciens dèmes prélevés, en quelque sorte, dans les 12 tribus déjà existantes. Et chose remarquable, cette disposition fut reprise lorsque, moins d'un quart de siècle plus tard, en l'an 200, dans des circonstances pas moins dramatiques, comme on verra, les Athéniens décidèrent coup sur coup d'abolir les 2 tribus macédoniennes et d'instituer une tribu Athalis pour le roi
Attale de Pergame, en constituant un dème des Apollonies en l'honneur de son épouse, la sage reine Apollonia. Autrement dit, le nombre des tribus qui était passé de 12 à 13 avec la création de la Ptolémaïs retomba très temporairement à 11 avec la suppression de l'Antigonis et de Démétrias, pour se fixer de nouveau à 12 avec l'apparition quasi simultanée de la Thalys, et cela jusqu'à l'époque antonine, 2e siècle de notre ère. Pendant des siècles donc, on ne toucha plus à ce nombre de 12. C'est donc bien l'indice, me semble-t-il, que la création d'une 13e tribu dut être ressentie comme une anomalie, politiquement justifiable, certes, mais un peu étrange malgré tout. Pour atténuer l'effet de dissymétrie qu'aurait pu provoquer cet ajout en début de liste, immédiatement avant ou après les deux tribus macédoniennes, on eut l'ingénieuse idée de donner à la Ptolémaïs la 7e place, ce qui lui conférait une position centrale entre les deux groupes de 6. Comme cela ressort clairement, par exemple, de ce document de la fin du IIIe siècle, liste d'Éphèbes, dont vous avez aussi copie en tête du dossier. Ptolémaïs, 7e tribu, il y en a 6 avant et il y en a 6 après. Ptolémée se trouvait ainsi honoré de la plus éclatante façon. Quelle date attribuer maintenant à cette réforme, qui était tout sauf mineure, puisqu'elle entraînait un remaniement de tout l'édifice constitutionnel? Il fallait d'abord procéder à une répartition partiellement nouvelle, on l'a vu, des quelques 150 dèmes dans les tribus, puis à partir de cette structure, il fallait faire élire un nouveau conseil de 650 membres, à raison de 50 par tribu, en lieu et place de la boulée de 600, qui s'était elle-même substituée en 307 à celle des 500 de l'époque christianienne, de l'époque péricléenne et démosthénienne. Cette augmentation sensible du nombre de représentants a dû poser des problèmes de divers ordres. Peut-être d'abord un problème de place, le métroone ou sanctuaire de la Mère des Dieux en bordure de l'Agora. Je vais le montrer comme ceci, si j'y arrive. Ici, en face du monument des héros éponymes, précisément, agrandi, ce local n'étant pas extensible à volonté. Et puis, il y avait la question des magistrats, dans la mesure où tous les grands collèges étaient constitués d'un nombre de membres égal à celui des tribus. Même temporaire, le passage de 12 à 13 dut avoir des incidences sur les magistratures militaires, taxiarques, commandants de contingents d'infanterie, filarques, chefs d'escadron de cavalerie. On voudrait savoir ce qu'il advint des stratèges, puisqu'il était de tradition de confier à la plupart des membres de ce collège, 7 sur 10 déjà à l'époque d'Aristote, des responsabilités spécifiques. Le 13e stratège eut-il une tâche particulière ou fut-il un généraliste? On l'ignore pour le moment, en dépit d'une documentation épigraphique qui est dans l'ensemble fort riche, mais reste insuffisante sur bien des points. Celle-ci nous permet du moins de fixer avec une relative précision la date de cette réforme du système tribal. Il est bon de prendre conscience que cela n'a pas été établi sans labeur ni erreur et repentir par les historiens depuis plus d'un siècle. La question est étroitement liée à celle de la grande liste des archontes. Je ne veux pas venir. Qui est le numéro 1709 du corpus, dont il a été question encore récemment à propos de la date de sa gravure et des circonstances de sa consécration. Je ne sais pas si l'assistant veut venir à mon secours. Il est vrai que ce document ne fait nulle part mention de la Ptolémaïs,
pas plus d'ailleurs que des autres Fulailles. Il n'apporte pas moins témoignage pour qu'il examine de près de l'apparition de la nouvelle tribu. Certes, durant les 6 premières années qui ont suivi l'Archontat d'Héliodoros, c'est le premier de cette liste. Désolé. Voilà. Merci, Janice. Merci. Très bien. Archontat d'Héliodoros qui se place ici. Non, ça devrait aller. Merci. Il n'y a pas de trace donc des nouvelles tribus et il n'y a pas de trace surtout d'une rupture du cycle régulier de ces tribus. Ce cycle pouvant être établi de façon sûre, c'est ce qu'on appelle la loi de Ferguson, grâce à la succession des secrétaires, des grammateis, qui se trouvaient porter un nom de dème, et chaque dème étant attribué à une Fulaie. C'était donc la preuve que la Ptolémaïs n'existait pas avant l'année 224-3. C'est la datation unanimement reçue jusqu'en 2009 pour l'archonte Antiphilos. En revanche, dans la composition des collèges archontaux gravés au-dessous, après une lacune dont l'étendue n'a pu être évaluée rigoureusement qu'après une étude très solide de l'américain Sterling Doe en 1935, on s'aperçoit qu'à partir de l'archontat de Ménécratès, il y a des représentants des 13 tribus, et la chose est encore plus évidente dans la colonne B, où apparaissent des citoyens portant le nouveau démotique Bérénikides. Vous voyez là en ligne 104 par exemple, et il y en a un autre spécimen qui avait été créé en l'honneur de la reine Bérénice. C'est à des conclusions semblables que dès la fin du XIXe siècle a conduit l'étude, par des savants russes en particulier, d'un important décret trouvé à Éleusis, qui honore le stratège Théophrastos pour avoir assumé diverses charges avant d'être élu dans ce commandement. Or, en tant que gymnasiarque sous l'archonte Antiphilos, soit en 224-3, selon la chronologie reçue, il avait eu l'initiative d'offrir des prix aux jeunes gens dont il avait le soin, notamment à l'occasion d'un concours pour le roi Ptolémée. Et cela, conformément, précise le décret, à la volonté politique, à la proairesis du peuple athénien, soucieux d'honorer ce monarque. Mieux, ayant été élu hipparque, un peu plus loin, sous l'archontat de Ménécratès, il eut le grand mérite, entre autres générosité, de recevoir à ses frais le conseil des 650 ten boulen tous exacusius kai penteconta. Donc, au moment de cette réception, la réforme était déjà entrée en vigueur, puisque le nombre des bouleutes était passé de 600 à 650. Il est vrai que la date de Ménécratès a été longtemps un peu flottante, en raison justement de la lacune existant, voilà la mention des Exacusius Penteconta. La date, je disais, de Ménécratès était un peu flottante, mais on a pu lui attribuer, sur la base d'autres documents encore, l'année 220-219, comme vous le voyez sur ce tableau. Autrement dit, c'est entre 224 et 220 que l'introduction de la nouvelle tribu a dû être faite. Et cela a pu être précisé par une étude de Christian Habisch montrant qu'en l'an 223-2, la tribu Ptolémaïs existait déjà. De fait, la vraisemblance historique parle nettement en sa faveur, puisque c'est en 224 que l'alliance avec le Lagide va permettre aux Athéniens de rester neutres en face du bloc constitué par la Ligue hellénique. On fera cependant observer qu'au vu des plus récents travaux sur la chronologie attique, la date des archontes de cette période doit être systématiquement abaissée d'une année, ce qui a pour effet de repousser après l'année 223-2
le moment où la nouvelle tribu fut pour la première fois opérationnelle, peut-on dire, sous le successeur de l'archonte Antiphilos, qui est anonyme. Mais si l'on songe à tous les aménagements que cette réforme imposait, on ne jugera pas improbable qu'il ait fallu aux Athéniens un peu de temps, disons une année au moins, pour la concevoir et la réaliser après avoir obtenu l'appui du Lagide. On admirera bien plutôt leur diligence, dictée peut-être par la crainte de voir le puissant monarque disparaître avant d'être honoré, ce qui du reste faillit bien arriver, puisque Ptolémée III mourut dans l'hiver 222-1 sous l'archonte Euxénos, vous le voyez dans la dernière colonne, Euxénos ici, comme l'établit d'ailleurs un papyrus d'Égypte. Vers la fin de la période des 13 tribus, donc dans les dernières années du IIIe siècle, un autre changement politique peut s'observer, qui est sans doute davantage le résultat d'une évolution que l'effet d'une réforme. La chose n'en est pas moins remarquable. C'est l'apparition dans les décrets, qui émanent du conseiller du peuple, de l'expression hai poleis, les cités, pour désigner à l'intérieur même de l'État athénien les deux centres urbains qu'étaient la ville d'Athènes et l'agglomération du Pirée. Cette innovation est longtemps passée inaperçue des modernes. En 1911 encore, dans son Hellenistic Athens, Ferguson n'en avait pas le soupçon. C'est que l'on ne disposait alors que de deux attestations qui étaient tout sauf claires et qui d'ailleurs dataient seulement du IIe siècle, ne permettant donc pas de soupçonner que la chose remontait à la fin du siècle précédent, sinon plutôt encore. Un décret de l'année 165, effectivement, numéro 950, rapporte en effet, qui pour le prêtre d'Asclépios, rapporte en effet que sous son sacerdoce, les sacrifices propitiatoires, ta soteria, ont été accomplis pour tous les Athéniens et ceux qui habitent les villes des Athéniens. Pasi Athénaios, kaitos oikousi tas poleis, ton Athénaion. Nul n'aurait pu dire ce qu'étaient exactement ces poleis, les bourgs de l'Attique, ou à cette date des possessions athéniennes au-delà des frontières. Le second témoignage, apporté par une inscription publiée précisément en 1911, était plus équivoque encore, tout en suscitant l'intérêt des meilleurs savants de l'époque. Car il s'agit d'un décret peu banal que vous avez dans votre dossier, ici sous sa forme ancienne 903, qui honore un marchand de blé et d'huile qui avait rendu de grands services à Athènes dans une période difficile à situer vers 175. Le récit des péripéties vécues par ce négociant, au grand cœur, peut-on dire, fait état d'un séjour dans les villes, parépédémon, entais polis, villes aussi diverses que lointaines, pouvait-on penser, d'où il avait pris l'initiative d'importer au Pirée sa précieuse cargaison. Mais les fouilles américaines de l'Agora firent progressivement connaître, à partir des années 1930, des documents qui faisaient voir que ces villes étaient à chercher en Attique même. D'abord, en 1936, une inscription destinée à devenir fameuse, le décret honorant Képhisodoros, vue partielle, figure tout à fait marquante de la politique athénienne vers 200 avant Jésus-Christ, nous l'examinerons plus tard, qui reconnaît à ce personnage le mérite d'avoir su, par ses ambassades, assurer le salut aux cités et aux territoires. Ei soterian tais polesin kaitei korai, c'est-à-dire, de toute évidence, à l'ensemble de l'État athénien. Plus limpide encore était un décret éphébique de l'année 116, donc passablement plus tard, complété par de nouveaux fragments, car ce texte désormais
complet, et qui est l'un des plus riches de sa catégorie, nous apprend que les Éphèbes ont conduit les statues de Pallas d'Athéna et de Dionysos au Pirée et dans la ville, en Peiraiei kai en Astei, et qu'ils ont nourri les bœufs en chacune des deux cités, kai bututesan en Ekaterais ton Poléon. Enfin, en 1974, fut édité un morceau de décret éphébique qui peut être raccordé en 1982 à un autre fragment pour constituer lui aussi un texte très complet, mais sensiblement plus ancien, remontant non pas certes à 228 comme l'avait cru le premier éditeur, mais à l'année 204, fin du IIIe siècle. On y apprend que les Éphèbes avaient pris soin de la garde des cités, epemeletesan teston poléon phylakès. Or, il ne pouvait pas y avoir d'hésitation sur l'identité de ces cités, puisque dans d'autres décrets éphébiques postérieurs à celui-ci, le même service s'exprimait en une formule qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Les cités dont il s'agit d'assurer la garde sont bel et bien la ville du Pirée et la ville même d'Athènes, to astu, ten phylakène, tou astéos, kai tou peireios. Aussi, mon collègue Philippe Gauthier peut-il montrer dès 1982 que l'énigmatique décret pour un marchand avait à être interprété tout différemment de ce que l'on avait pensé jusque-là, puisque c'est lors de son passage au Pirée et à Athènes même, dans les cités, par Épidémon entais polesi, qu'il avait eu l'occasion de constater vers 175 le manque d'huile provoqué par l'improductivité, si l'on peut dire, de la terre, aphoria, information sur laquelle il conviendra bien sûr de revenir en temps et lieu. Pour le moment, on doit se demander ce que signifie l'apparition de cette expression remarquable, ai poleis, pour désigner les deux centres urbains de l'Attique par rapport au reste de la Chora, avec ses bourgs, ses forteresses, ses sanctuaires. En premier lieu, il paraît raisonnable de penser qu'elle a dû se forger et entrer dans l'usage vers 215-210 déjà, sinon même un peu plus tôt, car c'est évidemment le hasard des trouvailles qui l'atteste à partir de 204 seulement. C'est actuellement notre document le plus ancien. Autrement dit, elle est grosso modo contemporaine de l'époque où les Athéniens affirmèrent avec plus de netteté leur liberté retrouvée en faisant exposer en 211, on l'avait vu, les documents célébrant leur retour à l'indépendance. L'une des questions qui se pose donc désormais est de savoir si cette promotion du Pirée au statut de seconde police date encore du gouvernement d'Eurycléidès et de Mykion, dont la disparition, on l'a vu, doit se situer vers 210 également, ou s'il s'agit au contraire d'une décision prise après leur départ, en réaction éventuellement contre la politique plutôt prudente et conservatrice des deux frères de Képhysia. Quelle que soit, que doive être en fait la réponse à donner à cette question, on se trouve devant un phénomène qui résulte en dernier ressort de la libération de 229, plus importante encore pour le Pirée que pour la ville même d'Athènes, puisque seul le port était, il faut bien le voir, était placé sous le contrôle immédiat d'une garnison macédonienne. Il n'est pas douteux que cette longue occupation militaire avait nui aux relations de la ville avec son emporion, en créant une barrière entre les deux zones. On avait vu l'an dernier qu'un décret d'association provenant du Pirée, justement, témoignait assez éloquemment d'une espèce de scission survenue au sein d'une association religieuse, celle des Orgéans de la déesse Thrace Bendis, dont le siège était au Pirée, mais avec une succursale établie à partir d'une certaine date dans la ville même. D'où une sorte de concurrence entre les deux associations, à la fois
jumelles et rivales. Or, je n'exclurai plus aujourd'hui que ce décret pris sous l'archontat de Philostratos, impossible à dater jusqu'ici de manière précise dans le second tiers du IIIe siècle, ne doivent être attribués à l'année 229-8, désormais libre par le fait de l'abaissement des archontes de la Grande Liste, et ce qui expliquerait les efforts faits par les adeptes de Bendis pour reconstituer l'unité de leur thiase. À n'en pas douter, la libération dut faciliter les contacts entre la population de la ville et celle du port marchand. Mais les deux pôles n'en restèrent pas moins séparés, à tout le moins sur le plan de la défense militaire. En effet, comme Gautier d'un côté, Habige de l'autre, l'ont noté, on peut dire, simultanément, indépendamment l'un de l'autre, en 1982, les Athéniens paraissent avoir renoncé, après 229, à relever les fameux longs murs qui, depuis l'époque de Périclès, et jusqu'au début du IIIe siècle au moins, avaient relié la fortification du Pirée à celle de l'Astie, de la ville même. On a vu que le décret pour Eurycleides, tout en louant ce personnage pour sa contribution à la défense de l'Astue et du Pirée, ne faisait pas mention des Macrateikais, lesquels étaient hors d'usage en 200 lors de l'attaque du roi Philippe, au témoignage de Tite-Live, livre 31, en fait de Polybe, dont le texte est ici perdu. Si, une génération plus tard, en 168, ils firent partie des lieux visités à Athènes par le consul Paul-Émile, c'était sans doute déjà à titre de curiosité touristique. Cet abandon ne fut sans doute pas sans conséquence et pourrait expliquer en partie l'émergence du Pirée comme seconde cité à partir de la fin des 220. Mais il paraît clair que la vraie raison doit être encore ailleurs, dans le nouvel essor de l'Emporion, désormais réouvert au grand commerce, dans l'installation d'Athéniens désireux d'y conduire leurs affaires, surtout sans doute dans un afflux d'étrangers venus de tous les rivages de la Méditerranée orientale, sinon déjà des côtes de l'Italie. Il n'est pas interdit de penser que la population du Pirée, pour laquelle, certes, il est bien difficile d'avancer un chiffre, même approximatif, puisqu'elle n'était que très partiellement enregistrée, recensée dans les registres du DEM, est atteint assez rapidement, voire dépassé celle d'Athènes même, d'où la nécessité d'un rééquilibrage entre les deux pôles, le centre politique et le centre économique. Ça nous amène à nous interroger sur la question de savoir si l'État athénien cherchait ou non à promouvoir l'intégration dans les cadres civiques de ces étrangers résidant au Pirée ou en ville. Y a-t-il à l'égard des plus méritants d'entre eux une politique de naturalisation comparable à celle que le roi Philippe V, en 215, voulait faire adopter aux gens de Larissa de Thessalie, comme nous le rappelait mon collègue Adzopoulos. En fait, on observe que ceux qui ont obtenu le statut de métoïkoi, de métèque au sens technique, de cohabitants ou d'immigrés, selon David Whitehead, qui voudrait privilégier une autre signification du préfixe méta, ces métèques, disais-je, n'accèdent normalement pas à la politeia. S'ils viennent à se distinguer par leur dévouement, et si en particulier ils font preuve de générosité lors des souscriptions publiques, ils se voient octroyer, et parfois sur demande expresse de leur part, quelques décrets attestent justement une aïtésis, un certain nombre de privilèges réservés en principe aux seuls citoyens, notamment l'enctésis, droit d'acquérir un bien immobilier, parfois aussi un statut fiscal privilégié, qui les met à l'abri du métoïkion, c'est-à-dire de la taxe due par les métèques. Mais, à l'évidence, ils ne reçoivent pas les droits politiques. Ils ne sont pas appelés à participer, métèkein,
aux activités du corps civique, en dehors justement des épidocèses, des souscriptions, qui sont ouvertes à tous les hommes libres. C'est ainsi qu'est attesté dans la fameuse souscription de l'Archontat de Diomédon, 248, 7, donc avant la libération, quand Euryclédès était déjà un personnage très en vue, la présence du philosophe, Lycon d'Alexandrie de Troade, c'est le premier dans cet extrait, établi à Athènes depuis les années 260, chef du lycée jusqu'à sa mort en 226, au lendemain de la libération d'Athènes. Fut-il honoré par sa patrie d'adoption? On l'ignore pour le moment. Mais c'est bien possible, car un peu antérieurement, Athènes tint à décerner des honneurs à Zénon de Kition, le fondateur du stoïcisme, il est vrai à titre posthume, et sur recommandation du roi Antigone. Et la cité fit de même, quelques décennies plus tard, pour un autre stoïcien, Chrysippe de Soloï, puisque ce stoïcien reçut non seulement la citoyenneté, mais l'honneur d'une statue dans un lieu public. Mais on n'a rien conservé du décret en son honneur. On possède en revanche, datant des années 220, le décret voté pour un autre étranger résidant à Athènes, avec sa famille, fréquentant apparemment le même cercle stoïcien. C'est ce décret pour Apollas de Colophon, car en ce qui me concerne, je n'hésite plus à lui attribuer cette origine en Asie mineure. Voilà un homme qui, à nos yeux, remplirait toutes les conditions pour être naturalisé, entre guillemets, puisqu'il avait spontanément répondu, et de la manière la plus libérale, à l'appel de la cité pour financer les travaux de défense, donc pour garantir sa liberté, geste civique par excellence. D'autre part, il était originaire, on vient de le dire, d'une cité ionienne dont la parenté avec Athènes était soulignée à chaque occasion. Or, il ne reçoit pas la politeia, la possibilité de se faire inscrire dans une tribu, dans un dème, pour exercer ses droits politiques. Il obtient cependant un honneur considérable qui fait de lui un quasi-citoyen, lui permettant notamment d'avoir accès, en cas de besoin, au Conseil et à l'Assemblée, où il pourra donc s'exprimer. Il reçoit en effet la proxénia à titre héréditaire, ce qui, en échange, comme proxénos, lui imposera le devoir moral de prendre fait et cause pour Athènes et ses ressortissants partout où il se trouvera, et en particulier dans sa patrie, s'il y retourne jamais quelques jours. Apparemment, donc, on n'attendait pas d'Apollas qu'il s'établit à demeure à Athènes, mais cette induction est peut-être imprudente dans la mesure où l'octroi de la proxénia et de la politeia, souvent associés du reste dans d'autres cités, ne répond pas nécessairement à une attente précise qui serait en rapport avec la situation du bénéficiaire. Ce ne sont pas non plus des grades dans une espèce de cursus honorum à l'usage des bienfaiteurs étrangers. Autrement dit, la proxénie n'est pas l'antichambre de la citoyenneté. Un proxène qui a fait ses preuves ne se voit pas automatiquement octroyer la politeia. Il obtiendra, le cas échéant, d'autres honneurs. À l'époque qui nous occupe, on a l'exemple très intéressant du décret pour le Crétois Eumaridas, qui, on l'avait vu, au lendemain de la libération de 229, avait joué un rôle important. Toute l'activité diplomatique déployée par ce personnage correspond exactement à celle qu'on pouvait attendre d'un proxène dévoué. Pourtant, il n'est fait nulle mention de ce titre dans le décret lui-même qu'on avait examiné. C'est seulement dans le décret voté 30 ans plus tard pour son fils, Carmone, décret que vous avez sous les yeux, qu'on apprend que Maridas avait bel et bien été proxénos, ce qui explique rétrospectivement qu'en 228, on ne lui ait pas accordé ce titre, puisqu'il était déjà en possession, mais qu'on lui octroyait le privilège purement honorifique, et d'ailleurs considérable, d'une statue qu'on mit d'ailleurs beaucoup de temps à confectionner et à consacrer, en lui faisant comprendre que s'il continuait à rendre service à la cité, il obtiendrait des marques d'honneur proportionnées
assez bien fait. Timetenai axios. Mais ce n'était sans doute pas une manière de lui faire miroiter l'accès à la citoyenneté, car celle-ci, demeurant virtuelle, n'aurait sans doute rien représenté de plus pour lui. Ce qui paraît clair, à tout le moins, c'est qu'à aucun moment les Athéniens n'ont songé à faire de l'octroi de la Politeia un moyen pour régulariser, si on peut dire, le statut des résidents étrangers les plus honorables. Aussi, l'emploi même du mot naturalisation est-il à éviter en pareil cas. Mon collègue Philippe Gauthier l'avait noté dans un compte-rendu développé du travail de l'épigraphiste australien Michael Osborne, qui s'est astreint, voici 30 ans, à réunir sous le titre de Naturalization in Athens tous les décrets athéniens de citoyenneté alors connus. La publication de ce corpus en 1981 a permis de préciser la chronologie, au moins relative, de ces documents et de mettre en évidence les changements observables dans le libellé même de la clause de dokimasia. Ainsi, l'apparition de Politeia. Ainsi, à l'apparition à la fin du IVe siècle d'une clause de dokimasia, d'examen préalable des mérites du candidat à la citoyenneté, clause dont l'étude a été reprise dans la thèse toute récente de Christophe Feyel sur les aspects variés et les divers champs d'action de la dokimasia, thèse de 2009. On s'y reportera avec profit. Ici, je voudrais revenir sur une modification qui, à partir d'un certain moment, fut introduite dans la manière même d'exprimer l'octroi de la citoyenneté. En effet, traditionnellement, les Athéniens disaient cela de façon très concrète, en stipulant qu'un tel sera athénien, athénaion einai, et pourra ainsi se faire inscrire dans la tribu, dans le dème et la fratrie de son choix. Grapsastai, Fules, kai demu, kai fratrias es an bouletai. Si du moins il souhaite actualiser ce droit potentiel. De cette formule ancienne, avec le recours donc à l'emploi de l'ethnique, il y a des exemples également en dehors d'Athènes jusqu'à la haute époque hellénistique. Mais elle est concurrencée très tôt, puis remplacée par des expressions telles que politen einai, qu'il soit citoyen. Puis surtout, mais ça c'est hors d'Athènes, puis surtout politeian didostai, que la citoyenneté lui soit accordée. À Athènes, la formule dite concrète, avec l'ethnique athénaïos, a tenu bon plus longtemps qu'ailleurs. Elle est encore très bien attestée dans les années 280 au moins. Peut-on alors fixer une date à ce changement et lui trouver alors une éventuelle explication? L'opinion qui prévaut très largement depuis la parution, justement, de Naturalization in Athens est que la substitution eut lieu au lendemain de la libération de 229, quand les Athéniens furent à nouveau en mesure d'accorder ce privilège en toute liberté aux évergètes de leur choix. Selon Osborne, ce changement aurait une signification politique. Ce serait la prise de conscience dans un monde où Athènes avait cessé de jouer les premiers rôles, que la citoyenneté athénienne n'était plus qu'une politeia parmi d'autres, et que, partant, le fait de devenir athénien avait perdu de son attrait pour les étrangers. Dans son compte-rendu de l'ouvrage, Gauthier n'a pas eu de peine à montrer que cette interprétation était fort sujette à caution, puisque le terme abstrait politéien avait fait son apparition bien auparavant, et à Athènes même, dans d'autres parties des décrets. D'autre part, le passage à la nouvelle formule n'avait nullement entraîné la disparition immédiate de la clause d'enrôlement dans les cadres civiques. Ce qui aurait dû être le cas si la politeia octroyée n'avait plus été qu'une abstraction ou une décoration vide. Bref, ce changement d'appellation s'explique sans doute beaucoup mieux comme une simple mise à jour du formulaire après
une plus ou moins longue période d'interruption dans la production des décrets de Politeia à l'époque macédonienne. Mais cette interruption a-t-elle été totale, ce qui rendrait plus aisément compte du changement observé, ou s'agit-il plutôt d'une mise en veilleuse n'excluant pas l'octroi du privilège à des bienfaiteurs agréés par le pouvoir royal? Cela revient à se demander quel est l'écart chronologique actuellement reconnu entre les témoins les plus récents de la formule ancienne, Athénaion Einai, et les témoins les plus anciens de la formule nouvelle, Politeian Didostai. Est-ce de l'ordre de quelques années ou de plusieurs décennies? Deux inscriptions ont joué et jouent toujours un rôle dans ce débat. Je finirai par là. En amont, il y a le décret pour Bythus de Lysimacheia, en Thrace, qui est traditionnellement considéré comme le plus récent à fournir un exemple de la formule ancienne. Vous l'avez dans votre dossier. Aussi, Osborne tient-il depuis longtemps ce personnage pour The Last Athenian, c'est-à-dire le dernier étranger à avoir été fait athénien stricto sensu. Le problème, c'est qu'il y a une divergence d'un demi-siècle selon l'identification que l'on adopte pour ce Bythus de Lysimacheia. Les premiers éditeurs avaient vu en lui l'ami et courtisan du roi Lysimaque, dans les années donc, 280, Philos, Parasitos, connu par deux textes littéraires et cités dans les Deipnosophistes d'Athénée, ce qui mettait donc le décret vers 285 au plus tard. Mais le grand épigraphiste Adolphe Wilhelm fit savoir vers 1900, fit valoir vers 1900 diverses raisons pour l'identifier à un autre officier royal portant ce nom, qui était d'ailleurs typiquement thraco-macédonien, à savoir Bythus, vainqueur d'Aratos et des Achéens en 235 dans le Péloponnèse, victoire qui eut un écho favorable à Athènes, comme le montre le récit de Plutarque. Le décret daterait donc seulement de la fin des années 230, et c'est cette chronologie basse qui a été adoptée dans les éditions de base, comme aussi avec décision par Osborne, en dépit d'avis contraires exprimés un peu plus tôt. Mais voici qu'en 1988, la publication d'une inscription trouvée en Chalcidique, Apotidée Cassandreia, a renversé la situation. Comme il s'agit d'un acte émanant du roi Lysimaque et que l'on y trouve la mention parmi les propriétaires de la terre royale d'un exact homonyme de Bythus, fils de Cléone, honoré à Athènes, l'éditeur de l'inscription, notre ami Miltiade Hatzopoulos, a pu considérer comme certaine l'identification des deux personnages, ce qui avait pour conséquence de remonter de 50 ans à nouveau, jusque vers 285, le décret attique, et de le détrôner, en quelque sorte, de sa position d'ultime témoin du formulaire traditionnel. Cette conclusion a connu un succès général et du reste mérité. Plusieurs chercheurs ont pensé pouvoir lui apporter des arguments supplémentaires, au point que même les tenants de la datation basse ont rendu les armes, à commencer par Havicht, dans sa récente synthèse. Et si l'on consulte par exemple le précieux Lexicon of Greek Personal Names, dont le volume consacré à la Macédoine a paru tout récemment, on voit que désormais il n'est plus question de l'identification au général de Démétrios II. Tout renvoi à l'édition dans Naturalization in Athens a disparu. Or, cela risque d'abuser car Michael Osborne, qui est sur le point de rééditer le document dans le nouveau corpus attique, n'a très probablement pas changé d'avis. D'autre part et surtout, si l'on peut difficilement contester une étroite parenté entre les deux personnages, il ne faudrait pas exclure trop vite que le bénéficiaire du décret attique ait été tout simplement le petit-fils du courtisan de Lysimaque. De tels cas d'homonymie à 2 générations d'intervalle sont fréquents, et c'est d'ailleurs une éventualité qui a été envisagée. Il paraît donc indispensable de prendre en compte tous les critères. Celui de l'écriture, ici une photographie de l'estampage, pourrait être décisif,
Mais voilà que, jusqu'ici, le spécialiste qu'est Stephen Tracy de la gravure attique ne semble pas avoir réussi à attribuer l'inscription à un lapicide déterminé. Les traits spécifiques du formulaire seraient, à en croire un autre spécialiste anglo-saxon, Alan Harry, plutôt favorable à la date haute. Mais je me demande, je finirai par là, si une particularité stylistique passée inaperçue ne plaiderait pas, elle, pour une date postérieure au milieu du IIIe siècle. C'est dans la formule dite hortative, vers la fin, après ce qui vient, après la phrase oppos on effamilon ei passin eidosi, pour qu'il y ait émulation chez tous en sachant, etc., qui est une tournure tout à fait caractéristique du IIIe siècle, le verbe restitué à la ligne 23, avant les mots caritas, cataxias, ton egematon, sachant qu'ils obtiendront les récompenses méritées. On avait écrit d'abord apolepsontai, tout en ayant conscience que ce supplément, qui était bon pour le sens, avait une lettre de trop par rapport à la grille du stoïkédon, le nombre des lettres, qui était parfaitement régulière. La forme commiuntai, ils auront en retour, proposée en 1938, adoptée par Osborne, est à cet égard bien meilleur. Or, ce verbe commizestai n'apparaît pas dans la formule en question avant 260-250 et ne devient courant qu'à partir de ce moment. Il y a donc là un argument intéressant auquel personne, me semble-t-il, ne semble avoir pensé. Il s'y ajoute, sur le plan historique, un autre fait, lui aussi trop peu pris en considération, en dépit d'une observation très pertinente de Wilhelm, voici déjà un siècle, c'est que le début mutilé du décret faisait état d'activité militaire, avec l'expression « eistagma katakorizain », enregistré dans un régiment. Ce qui n'est pas banal et convient infiniment mieux, me semble-t-il, à l'officier vainqueur d'Aratos dans la conjoncture de 235 qu'à une éventuelle mission diplomatique du courtisan de Lysimaque. Je retiendrai donc, jusqu'à plus ample informé, la date basse pour le décret en l'honneur de Bitus de Lysimaquea, qui resterait donc, au moins provisoirement, the last Athenian. Je vous remercie.